Et comment un gardien de prison nord-coréen a-t-il pu découvrir l'enfer qui se cachait derrière les camps de travail forcés et a décidé de s'enfuir de Corée du Nord pour tout révéler au monde entier. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire de Han Myung-cheol. Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle petite vidéo. Donc aujourd'hui on va entamer une nouvelle petite histoire que j'ai trouvée qui me paraît très intéressante à vous partager. Et donc on va pas perdre de temps tout de suite. N'hésitez pas à me dire à la fin de la vidéo si vous avez kiffé cette petite vidéo. Donc j'arrête de bavarder pour vous faire perdre du temps. On va donc commencer tout de suite l'histoire d'un gardien nord-coréen qui a réussi à s'enfuir de son pays. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Attention, transition, 3, 2, 1, c'est parti! Han Myung-cheol, né en février 1969 en Corée du Nord. Donc comme vous le savez déjà, la Corée du Nord c'est évidemment une dictature. Alors je vais pas refaire l'histoire de la Corée du Nord, mais donc après la guerre de Corée, il y a un certain Kim Il-sung qui va instaurer sa dictature. Alors évidemment, le principe d'une dictature c'est que ça soit dur. Donc du coup, il va instaurer tout un tas de lois qui fait que ça va interdire drastiquement la liberté donc de la population. Et il va instaurer également un régime très strict sur la vénération de sa famille. Donc en Corée du Nord, il y a ce qu'on appelle le culte de la personnalité. En gros, Kim Il-sung, il a endoctriné donc toute la population de la Corée du Nord pour qu'il le voit comme un dieu qu'on doit vénérer et qu'on doit pas contrarier. Évidemment, si tu le contraries, bon, tu finis dans une mallette découpée, donc bon. Et donc depuis son jeune âge, Han Myung-cheol, alors pour le bien de l'histoire, on va l'appeler Han, voilà, tout le long de l'histoire, ok? C'est pas une fille, hein, c'est un garçon, retenez bien. Et donc tout au long de son enfance, Han, il va être donc endoctriné dans cette éducation. Il va être élevé dans un environnement où la peur et la méfiance régnaient absolument partout dans le pays. Et donc petit à petit, il va vivre dans toute cette propagande nord-coréenne. C'est-à-dire que pour lui, toutes les personnes qui osent se dresser donc contre le pouvoir de Kim Il-sung, eh bien sont déjà qualifiées donc de prisonniers politiques, mais aussi sont vus comme des traîtres à la nation. Et ça, c'est pas très bien en Corée du Nord. Et dans certaines interviews, Han, il confie que lui, depuis tout petit, il avait même entendu des phrases comme par exemple: les ennemis de l'État doivent être éliminés. C'est que vraiment les traîtres de la nation, donc les ennemis politiques, sont vraiment vus comme des animaux. On leur enlève tout le côté humain pour montrer que c'est vraiment des traîtres. Mais donc également, l'éducation nord-coréenne ne va pas ranger les choses, parce que Han, lui, même quand il va à l'école, on lui apprend que donc les ennemis de l'État sont vraiment des traîtres. Donc malheureusement pour lui, avec toute cette éducation, ça va donc altérer sa vision du monde et sa vision surtout des relations sociales entre individus. Et donc justement, tout cet endoctrinement durant toute son enfance va rapidement préparer une carrière où malheureusement la déshumanisation c'était la norme. Donc à l'âge de 19 ans, notre petit Han, il a fini son service militaire. Alors faut savoir que en Corée du Nord, donc le service militaire il est obligatoire. Voilà, t'as pas le choix, de toute façon tu le fais, sinon tu meurs. Non mais moi je veux pas le faire, monsieur, j'en ai marre, j'aime pas travailler. Ta gueule! Et donc après son service militaire, Han décide donc de s'engager dans l'armée. Et donc pendant son service militaire, donc les commandants vont être impressionnés par l'attitude de Han. Un mec franchement qui suit les ordres, qui est calme, qui est obéissant, donc pour ça, ils vont lui accorder une petite prime donc pour son travail. C'est que Han va être envoyé donc au camp 22. Donc pour Han, ça va être l'un des premiers sur les 4 camps de concentration nord-coréens où il va travailler pendant 8 ans en tant que gardien. Alors le camp 22, c'est un endroit qui se situe déjà à Orion. Je vous mets où c'est sur la map parce que j'avoue que même moi la jolie, je sais pas où c'est. Et c'est malheureusement un endroit qui est tristement célèbre donc pour ses conditions qui sont inhumaines. C'est-à-dire que là-bas, vraiment, les prisonniers, ils étaient pas traités comme des humains. Comme le dit Han dans certaines interviews, ils étaient donc affamés, maltraités et soumis à des tortures, et tout au long de la journée en plus. Donc bon, là, pas vraiment un endroit de calme, quoi. Lorsque Han va évoquer justement le sujet du camp 22, il va raconter que le camp était rempli de crises et de souffrances. C'est-à-dire que les détenus étaient forcés de travailler donc dans les mines et des usines de briques, avec souvent des températures qui étaient vraiment extrêmes. Il explique justement cette souffrance parce que les prisonniers et les détenus, en fait, ils étaient obligés de travailler donc dans des mines et des usines, sauf qu'il y avait souvent très peu ou même pas du tout d'aération, et que les températures, elles étaient extrêmes, et du coup, ça brûlait évidemment les détenus et les prisonniers. Han raconte même que sur ce camp, donc les gardiens c'est ceux qui avaient le pouvoir, et donc par rapport à leur supérieur hiérarchique, ils avaient l'autorisation et même l'obligation de frapper ou même de tuer ceux qui désobéissent aux ordres. Et même là-bas, les prisonniers sont encouragés donc à dénoncer ceux qui veulent s'enfuir, parce qu'évidemment si tu dénonces donc tu obtiens soit une réduction de peine ou soit des meilleures conditions. Et Han il avait même raconté qu'il avait vu des choses horribles qui s'étaient passées là-bas, comme par exemple il explique qu'il avait vu une scène où il y avait un gardien qui avait frappé une personne âgée, et que la personne souffrait tellement qu'elle était au sol et qu'elle arrivait même plus à se relever. Il explique là-bas que les prisonniers devaient se battre pour obtenir ne serait-ce qu'un morceau de pain ou qu'une gorgée d'eau, que donc à cause de ça, ça va amener à de la fatigue, mais malheureusement ceux qui ne travaillent pas assez vite, bah ils sont rapidement donc soit fouettés ou ont des sévères sanctions. Sauf qu'évidemment quand on a faim ou qu'on a soif, donc on va être plus fatigué, et il explique que donc les prisonniers qui étaient fatigués là-bas, eh bien ils étaient sévèrement punis soit par des coups, soit par de la torture. Han dans ses différentes interviews, il va raconter que là-bas au camp 22, la torture et la violence étaient omniprésentes tous les jours. Il se souvient même de phrases de gardiens qui disaient qu'ils allaient abattre ou battre quelqu'un juste pour s'amuser. Et malheureusement pour lui, bah tout ça c'était normal, parce que depuis tout petit, Han en fait il a été endoctriné à avoir des traîtres et des ennemis de la nation. Donc forcément là s'il les voit donc se faire battre ou se faire maltraiter, bien pour lui c'était normal. Il disait que même si c'était choquant, bah pour lui c'était totalement normal en fait. Les coups de fouet étaient hyper présents, et Han a même raconté qu'il y a des personnes qui se faisaient battre jusqu'à ce que leur peau soit ouverte. C'est pour vous montrer à quel point donc le choc est vraiment hyper grave quoi. Évidemment là-bas aussi la torture était omniprésente, c'est-à-dire qu'avec les plaies ouvertes donc dues aux blessures ou dues au fouet, les gardiens rajoutaient du sel sur les plaies donc ouvertes. Donc le sel qui va attaquer la chair, enfin ouais, c'est horrible. Et même là-bas quand les prisonniers
prisonniers ils arrivaient à leur fin de leur vie, qu'ils en pouvaient plus, etc., eh bien on les laissait mourir dans un coin sans soins médicaux, etc., sans aucune aide. Parce que de toute façon, comme l'a raconté Anne, ces personnes-là, on les voit comme des déchets. Là-bas, ces personnes, elles sont totalement déshumanisées et puis on les considère même plus comme des humains, c'était vraiment des objets. Mais évidemment, comme vous le doutez bien, tout un tas de personnes, de prisonniers enfermés au même endroit, qui voient tous les jours qu'ils vont se faire battre et qui vont mourir, donc à la fin peut-être de la semaine ou du mois, eh bien ça va un peu exciter les esprits. Peut-être que dans un coin, certaines personnes ont commencé à avoir peut-être une potentielle révolte pour donc se révolter au pouvoir. Et c'est pour ça que maintenant je vais vous parler de la révolte de 1987. En mai 1987, il y a une révolte qui fait rage dans un camp donc nord-coréen. Alors je tiens à préciser que c'est pas le camp donc où travaillait Han Myung-chol, donc qui est le camp 22, mais que c'était le camp 12. Et c'était quand même un camp que Han connaissait parce que c'était vraiment un camp qui était juste à côté de chez lui. Donc selon un témoignage d'un autre gardien donc qui était ami avec Han, en mai 1987, il y a eu un massacre qui s'est passé donc dans le camp numéro 12. L'émeute a donc commencé lorsqu'un prisonnier politique d'un camp a fini par tuer un gardien. Le prisonnier politique en question, en fait, il voulait protester contre les coups que les gardiens infligeaient à un autre prisonnier qui se trouvait dans la prison. En fait, ce geste c'est pour montrer vraiment la contestation donc des prisonniers envers le traitement des gardiens qui est juste inhumain. Sauf que quand s'est passé cette action, le prisonnier il était pas seul. Il y avait plus de 200 prisonniers qui l'ont vu faire. Ce qui fait que tous les prisonniers ont commencé à se révolter face au pouvoir et les 200 autres prisonniers ont fini par tuer un autre gardien qui était sur les lieux. Alors qu'à la base il n'était que 200 prisonniers à se révolter, à la fin ils seront plus de 5000 prisonniers dans tout le camp à protester contre le pouvoir. Ils vont donc prendre des parties du camp qui leur sont interdits comme par exemple le bureau des gardiens, etc. et vont même envahir les prisons. Sauf que le pouvoir nord-coréen a pris très au sérieux cette révolte. Il a carrément envoyé l'armée pour contenir donc la révolte. Après la fin de la manifestation, même s'il y a encore un peu des litiges sur le nombre de morts officiels, les autorités nord-coréennes ont affirmé que la totalité des révoltés étaient tués. Et donc un garde qui était présent et qui assistait à toute la scène de violence a tout raconté à Han sur tout ce qui s'était passé. Sauf que Han, lui, il est resté choqué devant un tel massacre. En fait, lui, de une, il comprenait pas pourquoi un prisonnier pouvait tuer carrément quelqu'un à force d'être battu et d'être torturé. Et de deux, c'est la violence des combats qui vont le choquer. Parce que vous vous rendez compte, sur 5000 personnes, il n'y a pas un quasiment qui est resté donc vivant. Avec le temps, Han il commence à se questionner sur son rôle de gardien. Il commence à se questionner si peut-être son rôle de gardien est-ce vraiment juste en fait. Et donc Han qui est en quête donc de questionnement et de recherche, pendant qu'il va faire ses journées de travail etc, il va aller poser des questions aux prisonniers. En fait à force de poser des questions aux prisonniers, Han il va comprendre toute leur histoire. Et il va comprendre qu'en fait ce sont pas des traîtres ou des émulations, c'est des gens normaux, donc comme lui, qui ont juste une fois osé se dresser contre le pouvoir ou juste une fois qui ont subi une injustice totalement. Parce qu'en Corée du Nord faut savoir que par exemple si ton grand-père c'est un traître, je sais pas, il a fait un truc contre le pouvoir ou je sais pas quoi, ton père il est emprisonné, toi t'es emprisonné, et peut-être même que ton enfant il va être emprisonné aussi. Là, t'es foutu. Et donc au fil du temps, Han il va recueillir différentes paroles des prisonniers. Il y en a qui disent qu'ils avaient arrêté sans même aucune raison, c'est pas pourquoi. D'autres vont lui dire qu'ils ont été arrêtés pour l'exemple, donc pour l'exemple d'un village où on embarque le plus fort du village juste pour montrer que le pouvoir est au-dessus de tout le monde. Sauf que Han, en fait, il joue à un jeu qui est très dangereux. Parce que si les gardiens sont pris à montrer de la sympathie donc envers les prisonniers, eh bien ils peuvent risquer très gros et même risquer à être dans leur propre camp en fait. Passe d'agent à prisonnier. Donc bon, Han il skie un peu dessus. Et donc Han il va beaucoup se questionner sur sa propre humanité et toute la cruauté qui tourne autour de lui. Mais malheureusement pour Han, il y a une autre raison qui est bien plus dramatique qui va faire qu'il va fuir la Corée du Nord. En 1994, le père de Han, après une soirée alcoolisée avec des amis, va un peu critiquer le pouvoir et va même un peu insulter le pouvoir. Ce qui fait que le père de Han va être suspecté de haute trahison par le gouvernement. Et le père de Han s'inquiète de sa situation parce que ça commence à se faire savoir qu'il critique le pouvoir. Et à la place d'être envoyé donc dans un camp où travaille son fils, le père de Han décide de se en 1994. Suite à cela, toute la famille de Han va être condamnée pour haute trahison. Et que ça soit sa mère, ses frères ou même ses sœurs, tous ont été immédiatement transférés dans l'un des camps nord-coréens. Et c'est à ce moment-là que Han a su aussi que sa propre liberté était en jeu. Et c'est donc à ce moment-là que c'est en cette année 1994 qu'il décide de s'enfuir. Donc finalement, en 1994, Han décide de fuir son pays. Et même si Han il savait que c'était très risqué ce qu'il faisait, eh bien son désir de liberté et donc de quitter le pays était vraiment beaucoup plus fort que sa peur. Mais sauf que c'est pas aussi facile parce que si tu te fais choper mon pote, là tu vas dans le camp, mais tu vas dans le camp des autres camps de prisonniers, tu comprends? Autrement dit t'es mort. Et donc Han il raconte que c'était vraiment comme un film d'action pour lui. C'était hyper compliqué, fallait échapper donc à la surveillance des gardes, etc. Parce que je peux te dire qu'en Corée du Nord, s'il y a un gardien qui se présente pas le lendemain matin, il y a tout le pays qui a sa recherche, donc mon pote c'est compliqué. Et donc pour échapper au camp, il va décider de traverser la frontière avec la Chine. Et c'est donc pour ça que lors d'une nuit, Han va traverser le fleuve Tumen. Évidemment donc c'est pour se rendre en Chine. Là-bas il va rencontrer un chinois qui est d'origine sud-coréenne. Et comme le sud-coréen a compris que Han donc était un garde nord-coréen, il a donc compris l'importance de Han et de toutes ces informations précieuses qu'il pourrait fournir au gouvernement sud-coréen. Et c'est donc à ce moment-là que tout s'est accéléré et qu'en seulement une semaine il était à Séoul. À son arrivée en Corée du Sud, Han il découvre une réalité qui est totalement différente à la Corée du Nord. Même que c'est très drôle parce que dans une interview, Han il a confié que pour lui c'était hilarant de voir les gens critiquer le pouvoir, etc. Que
c'est pas vraiment hilarant, mais que c'était quand même incroyable. Il raconte que vraiment pour lui c'était un choc culturel entre ce qu'on lui avait dit et ce qu'il voit, parce que déjà en Corée du Nord on lui avait appris que c'était les Américains qui avaient déclenché la Seconde Guerre mondiale. Donc bon, juste avec ça vous comprenez que quand il arrive en Corée du Sud, déjà il apprend ça, il est choqué. Ensuite il voit tout le pays qui est développé, etc. Tout le monde a de l'oseille et tout, il est matrixé le mec. Mais donc à son arrivée en Corée du Sud, Han savait qu'il était enfin en sécurité. Parce qu'évidemment si tu détestes ton gouvernement parce que c'est une dictature, etc. Eh bien le meilleur ennemi de ton ennemi, c'est ton meilleur ami. Du coup Han il est tranquille en Corée du Sud. Enfin bref, trêve de rigoler. Donc Han s'installe ensuite en Corée du Sud et raconte qu'il a enfin trouvé la paix dans ce pays. Aujourd'hui, Han il consacre sa vie entière donc à sensibiliser le monde et aux horreurs donc dans les camps nord-coréens. Il a également fondé une organisation donc qui s'appelle NK Watch. Donc le NK c'est pour définir donc Nord-Coréa et Watch, vous l'avez compris, donc c'est pour désigner donc toutes les horreurs qui se passent dans les camps nord-coréens. Donc son association aujourd'hui donc recueille différents témoignages donc que ce soit des anciennes victimes donc des camps ou d'anciens agents comme lui qui ont réussi à sortir des camps, sachant que des agents qui travaillaient donc pour les camps nord-coréens qui sont réussi à s'échapper pensent même que c'est peut-être le seul. Donc avec son organisation, Han il a un seul objectif, c'est que le monde prenne conscience donc des horreurs qui se passent dans les camps nord-coréens. Parce qu'on parle souvent donc des camps de concentration et etc. qui sont passés pendant la guerre, donc même par exemple les goulags ou les camps donc en Russie. Je pense à Alexei Navalny d'ailleurs qui est mort il y a pas très longtemps. Sauf qu'on a très peu entendu parler donc des camps nord-coréens. Il y a une vidéo sur Brut qui est sortie il y a pas très longtemps, je vous la mets juste ici, voilà en petite fibre, vous avez juste à cliquer. Hyper intéressant donc qui vous explique toute l'horreur qui est faite donc dans les camps nord-coréens. Donc je vous invite à aller la regarder. Donc Han continue à raconter son histoire et à raconter donc son expérience à travers donc différentes interviews etc. Je crois qu'il y a même des extraits où il est justement en conférence au truc de l'ONU là, je sais plus comment ça s'appelle. C'est le conférenciel. Non. Bon, je crois qu'en tout cas il fait des conférences donc sur toute l'horreur des camps nord-coréens donc à l'ONU. Donc l'objectif de Han c'est que si lui il montre qu'il se lève donc contre cette injustice et donc toutes ces horreurs qui se passent en Corée du Nord, eh bien il espère que ça va inciter donc d'autres personnes à se lever donc contre cette injustice et pour enfin peut-être changer quelque chose. Parce que tout ce qui se passe en tout cas dans ces camps que Han a raconté, vous assurez que ça se passe encore en ce moment en Corée du Nord. Il y a certainement des milliers de personnes que quand vous regardez cette vidéo ils sont en train de souffrir ou de se faire torturer. Justement Han il prône l'importance d'en parler parce qu'il dit que si lui il n'en parle pas, bah ces histoires sont tout simplement oubliées et donc passées aux oubliettes. Donc j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin donc de la vidéo parce que là la vidéo est finie, elle est terminado mon frère, là y a plus rien là. Donc j'espère qu'elle vous a énormément plu, n'hésitez pas vraiment à me mettre des petits commentaires, j'adore lire vos commentaires. De toute façon je réponds toujours à vos commentaires, s'ils sont gentils, constructifs ou je sais pas quoi, j'y réponds. Vas-y, mets un commentaire, putain, tu vas le mettre ce commentaire, hein, tu vas le mettre. Bon bah caméra s'est éteinte parce que j'avais plus du tout de batterie, du coup je vais rapidement faire le mot de la fin. Donc du coup le mot de la fin sera Primo Groudon Pure Grading en 6.